Bon, salut à tous et bienvenue sur Métapolitique ce matin. Aujourd'hui, je voulais faire un petit podcast un peu personnel. Je voulais parler des youtubeurs de droite que j'apprécie. Mais au final, j'ai brodé et je vais découper ça en deux parties et commencer par ma propre façon de consommer les contenus et les réseaux sociaux. Parce que notre manière de nous informer et de nous divertir a énormément changé. Et quand je dis médias, je parle de tous les médiums, écrits, audio, vidéo, tout. Il y a clairement un aspect générationnel. Chaque génération a ses codes, mais ces 50 dernières années, depuis mai 68 grosso modo, tout s'est accéléré à une vitesse folle. Les générations deviennent de plus en plus courtes. Avant l'arrivée massive de l'audiovisuel, les gens n'avaient que l'écrit. Aujourd'hui, c'est presque impossible pour beaucoup d'imaginer une vie sans écran, et même sans musique enregistrée. Pourtant, ce n'est pas si vieux. Il y a tout juste 100 ans que les médias audiovisuels ont vraiment débarqué. Cinéma muet en noir et blanc, phonographe, les premières radios françaises sont apparues en 1921. Au quotidien, la vie culturelle reposait avant ça sur la presse écrite, les livres, le théâtre, les concerts, les spectacles vivants, les cafés comme lieu de débat et de sociabilité. Beaucoup de gens savaient jouer d'un instrument, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'entendre de la musique chez soi. Ce qui me frappe le plus, c'est la place énorme que le silence occupait dans la vie. Pas de fond sonore permanent, pas de notifications qui bipent toutes les 2 minutes. L'ennui et la contemplation étaient des états normaux, pas des trous à combler à tout prix. Paradoxalement, le lien social direct, la vraie conversation, la lettre manuscrite était bien plus dense qu'aujourd'hui, justement parce qu'elle n'était pas constamment médiatisée par un écran. Si on remonte encore un peu, il n'y avait vraiment que l'écrit. En France, les gens lisaient et écrivaient énormément. L'alphabétisation s'est généralisée dans les années 1880, ce n'était plus réservé à une petite élite. Je relis en ce moment un livre sur Proudhon, et c'est vraiment un exemple parfait. Il a laissé une correspondance monumentale, 14 volumes publiés. C'est dans ses lettres qu'on voit sa pensée se construire, se nuancer, se confronter à d'autres, comme Marx. Et Voltaire, le champion toute catégorie. On a conservé environ 15 000 lettres de lui, il en a sûrement écrit bien plus. Il correspondait avec toute l'Europe. C'est une particularité française assez forte, mais logique. Ils avaient du temps. Ils conservaient soigneusement les lettres, les relisaient sûrement des années plus tard à la lueur d'une bougie. Ça devait être quelque chose. Au XIXe siècle, la France était un pays de journaux. Paris en comptait des dizaines. Les grands feuilletons d'Alexandre Dumas ou Balzac sortaient chapitre par chapitre dans la presse. C'était le streaming de l'époque. Les gens attendaient la suite avec impatience. Et la culture orale complétait l'écrit. Salons littéraires, débats publics, lecture à voix haute en famille. Lire n'était pas forcément un acte solitaire. Dans les familles, on lisait le journal ou un roman à haute voix le soir. On se passait les textes. Chaque abonnement à un journal, par exemple, était en fait lu par en moyenne 5 personnes au XIXe siècle. Je m'éloigne un peu du sujet initial, mais je voulais poser ce décor, parce qu'il me semble qu'un état d'esprit manque aujourd'hui, et je le constate de plus en plus chez les jeunes. Je sais, ça me fait faire mon vieux con, j'ai 45 ans, et j'ai encore l'impression d'être jeune au final. Pas du tout déphasé par rapport à ceux qui ont 20 ou 25 ans. D'ailleurs, ça a aussi changé. Avant, on devenait vieux d'un coup, avec les responsabilités, parfois dès la vingtaine. Aujourd'hui, on reste adolescent à jamais, on voit des papiers habillés comme des jeunes. Je voyais récemment une statistique. Dans les années 80, un tiers des Français de 30 ans étaient à la fois mariés et propriétaires de leur logement. Aujourd'hui, on est descendu à moins de 5%. Ce n'est pas seulement culturel, c'est aussi économique certes, mais c'est très symptomatique. On reste beaucoup plus longtemps dans une forme de grand enfant. Moi-même, j'écoute toujours une musique de jeunes rebelles, du death metal ou du punk hardcore. Je vais même en voir en concert régulièrement, et je joue encore aux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est banal. La culture de masse a complètement brouillé les marqueurs générationnels. Bon, tout ça pour revenir au vrai sujet. À un moment, il me paraît important de regagner son temps. Arrêter de procrastiner, arrêter de consommer des contenus abrutissants, se réapproprier son attention face au flux continu de trucs sans intérêt. La télé, telle qu'on l'imaginait avant, avec quelques chaînes, puis voilà, très peu de choix, a été typiquement, en fait, une forme de contenu abrutissant. Même si dans les années 50-60, le contenu était bien meilleur, mais il n'a fait que se dégrader. Et en fait, de ce côté, je dois dire que paradoxalement, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mon mode de consommation de médias principal. J'ai un écran de télé, bien sûr, mais je ne regarde pas la télé au sens où on l'entendait avant. Je ne regarde quasiment plus de films ou de séries non plus. Je ne paie aucun service de streaming vidéo par ailleurs. Et franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Rester posé pendant 2 heures à avaler passivement une histoire qui n'apporte pas grand-chose, c'est une activité de légumes. Je n'ai plus besoin d'émotions pré-mâchées, d'images prédigérées à un rythme lent. Le dernier film que j'ai vu m'a gonflé. Je l'ai même trouvé pénible. C'était le dernier film avec DiCaprio, One Battle After Another. C'est même pas le sujet gaucho, mais le côté sans queue ni tête. Et pourtant, j'aimais bien les premiers films de Paul Thomas Anderson, comme Magnolia. Quant aux séries, j'évite au maximum. C'est hyper chronophage par rapport à ce que ça apporte. J'ai quand même regardé récemment le préquel de Game of Thrones, A Night of the Seven Kingdoms, qui n'est pas mal, faut avouer, et c'est court, 6 épisodes seulement. Mais ça ne vaut pas les bouquins. J'étais un gros fan de SF et de fantasy ado, j'avais lu les premiers tomes de Game of Thrones bien avant que la série soit tournée. Avec le site Métapolitique, mon but initial était de convaincre des gens de se remettre à lire. Surtout des bouquins intéressants qui enseignent quelque chose.
Je ne sais pas si j'y arriverai, mais personnellement, ça me plaît de parler de ces sujets. La lecture reste primordiale pour moi. J'aime particulièrement les essais aujourd'hui, mais aussi les grands romans historiques ou de science-fiction, ceux ancrés dans une époque précise. Ils sont vivants et instructifs. Lire, c'est assimiler, mais aussi réfléchir, analyser. On peut prendre des notes. Personne ne met un film sur pause pour prendre des notes. La lecture permet de structurer ses idées, de pratiquer le langage dans sa forme la plus aboutie. On peut arrêter à tout moment, réfléchir à ce qu'on vient de lire, à faire autre chose, et puis revenir ensuite au livre. Pour le pur divertissement, le jeu vidéo a pour moi l'avantage d'exercer les réflexes, la logique, la perspicacité. On n'est pas amorphe devant l'écran, on interagit. L'année dernière, j'ai beaucoup joué à Kingdom Come Deliverance. Excellent jeu, reconstitution magnifique du Moyen-Âge en Bohème, très proche au final, culturellement, de la France de l'époque. Pour revenir aux réseaux sociaux, je préfère un fil YouTube bien curé, avec des analyses politiques, des débats, des conférences. C'est bien plus nourrissant intellectuellement qu'une saison d'une série qu'on aura oubliée un mois après. Ça va à contresens du discours ambiant qui diabolise les réseaux, mais pour moi, bien utilisés, ils permettent une consommation active. Tu choisis, tu découvres, tu zappes, tu t'arrêtes quand tu veux, alors qu'une série, c'est souvent du gavage passif déguisé en culture. Le piège, bien sûr, c'est le scroll infini, les shorts, les réels, ce contenu ultra court qui donne l'illusion d'être informé, mais qui fragmente complètement l'attention. Du coup, j'évite TikTok, Instagram, je regarde un peu Facebook, X depuis quelques mois seulement, et surtout YouTube. Voilà cette première partie un peu réflexive sur notre rapport au temps et à l'attention. Dans le prochain épisode, on passe aux choses concrètes. Je vais vous faire une revue assez exhaustive des youtubeurs de droite que je suis, des pionniers comme le Raptor Dissident jusqu'aux plus récents, en passant par les chaînes intellectuelles et celles que je découvre ou redécouvre avec plaisir en ce moment. On parlera de Papacito, Maudin Malin, Egonon, Le Hussard, Mos Majorum, Daniel Conversano et bien d'autres. J'espère que cette réflexion vous aura un peu parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour la partie 2. Prenez soin de votre temps et à bientôt.